Bonjour à tous, téléspectateurs et journalistes de la diaspora africaine présente. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Je me présente, je suis Angeline Nassomba et je vais servir de modératrice pour cet événement. Alors aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2020 nous sommes à Washington DC. C'est aussi la fête nationale américaine. Et il y a quelques jours, le 30 juin, la RDC a fêté son 60e anniversaire d'indépendance. À cette occasion, le président Martin Fayulu avait fait un discours et il s'est adressé à ses compatriotes congolais. Cette conférence de presse sera essentiellement basée sur son discours, pas forcément sur les questions courantes du présent, mais surtout sur son discours. Et il pourra répondre à certaines de vos questions si le temps permet, à la plupart de vos questions. Alors, en ce moment, il s'apprête à retourner en RDC après avoir passé 4 mois ici à cause du Covid-19. Donc, écoutez, la première question me revient. Président Fayulu, comment allez-vous? Comme vous voyez, très bien. Très bien. J'ai fait les fitness, j'ai la taille, ça va. D'accord. En santé. Merci. Parfait. Alors, Martin Fayulu n'est plus vraiment à présenter pour qui que ce soit, mais je vais quand même rapidement dire 2-3 petites choses. Il est le président élu de la République démocratique du Congo qui, après les résultats fabriqués des élections de 2018, a lancé la dynamique pour la vérité des urnes. Il a proposé un plan de sortie de crise pour que le pays revienne à la légitimité. Au cours de son allocution du 30 juin, je vais rapidement citer les points sur lesquels il a touché et peut-être que vos questions vont lui permettre de développer un peu plus. Il a bien sûr parlé de l'état du Congo depuis son indépendance. Et je vais le citer quand même ici. Il a dit « Nous avons détruit notre pays, souvent avec la complicité des étrangers, pour le rendre aujourd'hui le 8e pays le plus pauvre du monde. Pire, certains Congolais ne se contentent pas seulement d'être fossoyeurs de la mère patrie, ils l'offrent aussi en pâture à ceux dont ils acceptent d'être les marionnettes, faisant ainsi la honte du Congo de Lumumba. » Un autre point dont il a parlé, c'est le fait que depuis près de 25 ans, la RDC, une bonne partie de la RDC, est sujette à l'extermination. Il a aussi parlé des armées étrangères et des groupes rebelles qui leur sont affiliés, qui sont en train de sévir dans les villes congolaises. Pour lui, toutes ces tueries montrent qu'il y a une volonté faite de mettre le peuple congolais dans la terreur, de vider les villages de leur population, pour ainsi conquérir les terres congolaises qui seraient ainsi abandonnées. Il a parlé bien sûr des 10 millions de morts que le Congo compte depuis 1993. Alors, il a aussi parlé de quelque chose qui nous a beaucoup touché, beaucoup de gens qui ont suivi son discours. Il a parlé d'une journée de commémoration du génocide du peuple congolais. Cette journée, pour lui, devrait être le 2 août. Et peut-être que plus tard, il va vous expliquer pourquoi. Aussi, il a parlé de la balkanisation, du projet de balkanisation du Congo. Il a aussi exprimé le fait qu'il soutient le mouvement mondial qui est en train de se passer en ce moment de Black Lives Matter, et ça ne doit pas s'arrêter simplement aux États-Unis, mais dans tous les pays du monde. Il a essentiellement dit, il a beaucoup insisté sur son discours, que le problème que la RDC vit depuis son indépendance, c'est essentiellement basé sur le manque de légitimité de toutes les personnes qui dirigent la RDC depuis là. Donc c'est une question aussi dont vous pourrez discuter avec lui plus tard. Et il termine son discours en disant que, comme Martin Luther King avait un jour dit, nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Et lui, il ajoute, face à la médiocrité, l'injustice et la trahison, la désobéissance civile est un devoir. Merci à tous. On va commencer les questions-réponses sans plus tarder. Mais avant ça, j'aimerais quand même présenter les journalistes qui sont présents ici. Avant de présenter les journalistes, j'aimerais présenter l'honorable député national Ados Ndombasi, qui est à mes côtés ici. Et nous sommes trop contents de vous avoir parmi nous. Alors, les journalistes qui sont avec nous ici. Nous avons Gary Iwele de Bakolo State.
Nous avons Roger Muntu de RM Show, La Voix de l'Amérique. Nous avons Eddie Isango, et il va s'exprimer en lingala, de La Voix de l'Amérique aussi. Marius Muunga, de Marius chez vous. Gino Mukasson devait être là, mais il a été excusé pour cause de deuil. Nous avons donc Alain Akiuka, antenne à Kinshasa. Nous avons Claude Moutima, dont l'émission c'est Baile Angando. Nous avons Magic Wawina. Et nous avons aussi, je suppose que c'est, je tiens quand même à m'arrêter pour elle. Alors, nous avons Honoré Fomoukon, qui est de Media to Africa, un média de la diaspora camerounaise. Nous avons Modeste Mouima, diaspora africaine, pardon. Nous avons Modeste Mboua et nous avons Jules Poinon, aussi de Media to Africa. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer les questions. Et je peux commencer par... on va donner la parole à madame. Président Martin Fayolo, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir encore parmi nous. C'est un plaisir et un honneur aussi pour nous. Vous nous avez honoré, vous avez également honoré le public qui attendait à ce que vous vous prêtez quand même à un jeu de questions-réponses parce que ça brûle dans nos lèvres de vous poser des questions qui nous tiennent quand même à cœur. Alors, puisqu'on va juste tourner autour de votre discours, mais j'aimerais quand même vous demander pourquoi justement vous insistez sur les dates qui commémorent les deuils, le pleur. Donc pour vous, le Congo est un lieu macabre. Comment voyez-vous le Congo? Parce que vous avez commémoré le 4 janvier, il faut mettre de banderoles. Le 2 août, il faut mettre des banderoles. C'est-à-dire, le Congo pour vous, c'est quoi finalement? Comment voyez-vous le Congo depuis un certain temps? Donc depuis 60 ans, on va dire, puisque ça vient de célébrer les 60 ans. Très bonne question. Vous dites la commémoration de l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet. Les Américains aussi commémorent leur fête nationale. Ok, les dates, c'est symbolique. Tout peuple honore ses martyrs. Tout peuple a des références. Comme le 30 juin, c'est une référence pour nous. Comme le 4 janvier, c'est une référence pour nous. Comme le 17 janvier, la date de l'assassinat de Lumumba, c'est une référence pour nous. Et nous avons eu des millions de Congolais qui ont péri. Nous avons des millions de Congolais qui continuent à mourir. La date, c'est juste, c'est symbolique. Mais nous ne pouvons pas laisser ces âmes qui n'ont pas demandé à être tuées, qu'on nous a arrachées. Est-ce que Rossi Mukendi a demandé à être tué? Est-ce que Thérèse Kapangala a demandé à être tuée? Est-ce que mon ami Floribert Chebeya a demandé à être tué? Non. La dictature. Mais ces gens-là qui ont été tués, ils n'ont pas été tués parce qu'ils sont partis s'exposer. Ils ne sont pas partis s'exposer. La mort est venue les trouver. Ceux qui sont tués tous les jours à Beni, ceux qui sont tués tous les jours en Ituri, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, ils ne demandent pas. Mais ce sont des frères et sœurs. Ils sont des Congolais. Donc pour moi, je ne peux pas laisser cette situation comme ça. C'est pour cela, vous voyez, et Dieu merci que nous avons quand même un prix Nobel. Notre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, ne parle-t-il pas de ces rapports mapping? Quand il prend son prix, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un rapport qui moisit quelque part dans les tiroirs à New York. Donc, on ne peut pas laisser Mukwege seul dans ce travail. Nous devons l'accompagner. Nous devons tous Congolais et toutes Congolaises, nous devons regarder cette date-là et cette mémoire. Et il faut enseigner ça à nos enfants et aux petits-enfants. Une sous-question en rapport avec la même question.
C'est-à-dire 60 ans pour vous représente le Congo, c'est un lieu macabre, c'est ça? Non. Est-ce que ça, c'est le résumé de 60 ans du Congo, d'après vous? Voilà, c'est comme ça que je dis que certains de nos concitoyens, et j'ai mis nous avons trahi, comment dire, l'idée principale, l'idée motrice de cette indépendance-là, de nos pères de l'indépendance. Donc, 60 ans, on n'a rien fait. Nous n'avons rien à commémorer. C'est ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les Américains aussi vont fêter, ils vont commencer à raconter des choses là où ils sont. Et s'il n'y avait pas de Covid-19, ils pouvaient parler des choses plus intéressantes. Mais nous, 60 ans, si vous regardez la Corée du Sud, si vous regardez Singapour, si vous regardez la Malaisie, nous étions plus développés, je vais dire, en termes de revenus par habitant ou en termes de revenus national tout court. Mais qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire? Qu'est-ce que nous pouvons célébrer? On n'a rien à célébrer. C'est pour cela qu'il faut penser à nos morts pour que ça nous donne de l'énergie et nous dire ils sont morts pour la patrie et notre devoir c'est de faire en sorte que le pays soit monté pour que demain les enfants puissent avoir quelque chose à célébrer. Merci. Alors, merci. Une autre question relative à son discours. Je vais aller chez notre frère Gary Wele. Merci beaucoup. Monsieur Fayulu, je vais revenir peut-être plus tard sur le projet MAPIM, puisque apparemment ça devient, quand on voit l'échiquier de la classe politique congolaise, vous restez, vous, avec les docteurs Mukwege sur ce projet MAPIM, que beaucoup de leaders ne tiennent vraiment pas compte. Et comme le cardinal Ambongo, dans votre discours du 30 juin, vous revenez sur le projet de balkanisation de la RDC. Et vous allez même plus tard dans votre allocution d'un projet, si je peux le citer, de la création surnoise d'un État de Tanganyika. Croyez-vous réellement à cette thèse d'occupation et de balkanisation de la RDC? Et si oui, selon vous, quelles sont les solutions? J'y crois, parce que M. Kabila est venu au Congo pour ça. Il est en mission. Sa mission, c'est de balkaniser les Congos. Et vous voyez ce qu'il fait. Cette affaire de 26 provinces, si vous regardez les 26 provinces, c'était quelque chose qui était décidé par les sénateurs de la transition. Et ces sénateurs-là, ils sont partis dans nos territoires pour discuter avec les citoyens congolais, le peuple congolais. Et l'idée est venue en disant, bon voilà, et si on faisait le 26 provinces? Mais ce n'était pas confirmé. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient, il y a des gens, ils ont dit qu'on devait les faire par le Parlement qui devait être élu. Et curieusement, on a glissé ça dans le projet de référendum constitutionnel. Et c'est passé. Et même quand c'est passé 26 provinces, il a décrété précipitamment. On n'avait pas besoin de décréter les 26 provinces comme on l'a fait. Il y a des chefs-lieux de provinces qui n'ont aucune infrastructure. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est donné le Tanganyika, où il a envoyé son petit frère devenir gouverneur, avec toutes les richesses qu'il y a au Tanganyika. N'oubliez pas, il y a les lithium là-bas. Et vous voyez ce qui se passe. Une armée qui vient, et moi j'appelle ça la principauté de Tanganyika. Et maintenant, on voit ce qui se passe, les signes sont là, les signaux sont là. Les signaux de la balkanisation. On instrumentalise les gens pour qu'il y ait continuellement trouble, désordre à l'est du pays. Ce qui se passe à Nituri, c'est instrumentalisé. Ce qui se passe au Nord Kivu, notamment à Beni, c'est instrumentalisé. Qui instrumentalise ça? Pourquoi pensez-vous que depuis longtemps que nous avons ces troubles-là, ces tueries, on n'arrive pas à arrêter? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Je dis que le jour où je mets mes pieds à la présidence, une des premières décisions, c'est
installer les camps Kokolo à Beni pour couper. Est-ce qu'on ne peut pas, avec les militaires que nous avons, avec les policiers que nous avons, avec le soutien de la communauté internationale, je parle de la MONUSCO, on ne peut pas assurer la sécurité de l'Est du Congo? Pensez-vous à ça? Croyez-vous à ça? Donc, si on n'arrive pas, c'est qu'il y a une volonté délibérée de déstabiliser les Congos. Mais qui est là? C'est Kabila. Pourquoi Kabila n'a pas laissé les résultats des élections normalement? Parce qu'il savait qu'il n'a pas encore terminé son projet de balkanisation. Ces projets existent. Avant, les gens pensaient que Fayoulou faisait de l'utopie et tout ça. Mais quand Monseigneur de l'Itourie, de Bounia, en parle, que j'ai vu une carte en Allemagne avec 4 provinces, est-ce que vous en doutez? Je suis parti, j'ai vu le représentant de la MONUSCO à Beni. Je lui ai fait comprendre dans ses explications, j'ai dit, vos explications montrent qu'il y a ces projets. J'ai vu le père à l'église, il va montrer la carte. Comment ça se passe? Tout le monde le sait. Ceux qui ne veulent pas comprendre cela, c'est que ce sont des gens qui sont dans le complot. Le narratif que nous avons ici, ah oui, les Congolais, non, mais c'est notre pays. Le Congo doit rester un Congo indivisible. Donc, ces projets, ceux qui veulent ces projets, ceux qui ont contribué à balkaniser le Soudan, s'ils veulent venir avec leurs projets au Congo, le peuple congolais n'acceptera pas ces projets-là. Merci beaucoup. On fait circuler. On peut passer au suivant, mais vous pouvez revenir, à moins que vous ayez une question, un follow-up. Oui, c'était par rapport au projet mapping dont il a fait allusion. Et nous avons le privilège d'ailleurs dans cette salle, parce que il y a certains amis qui étaient avec nous à New York le 1er octobre, je crois, c'était un vendredi 2010, de recevoir la toute première copie du rapport mapping. Et un rapport dans lequel les experts des Nations Unies ont fait un travail très louable, mais qui, à mon avis, reste dans les tiroirs. Vous, dans votre discours, vous revenez sur ça. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, revient sur ça chaque fois quand il a l'occasion de parler. Mais quel est l'effort collectif? Quel est l'effort collectif que vous faites en tant que leader? Pas M. Fayoulou lui-même, pas docteur Mukwege comme individu, mais en tant que leader politique congolais. Quel est cet effort que vous faites? Compte tenu de toutes les recommandations qui se trouvent dans ces rapports, il y a des noms qui sont cités, il y a beaucoup de choses qui sont citées dedans. Alors, comment est-ce que vous voyez la progression ou l'effort que vous faites en tant que leader maintenant pour arriver justement à implémenter ces recommandations qui sont dans ces rapports? Mais le premier effort, c'est en parler. Quand le docteur Mukwege saisit la tribune qui lui a été offerte pour en parler, ça c'est le premier effort. Moi j'en parle. Et j'ai décrété que la date du 2 août, c'est une date pour commémorer tous nos morts. Donc, si j'en parle, cela veut dire quoi? Je suggère à mes concitoyens aussi d'en parler, de suivre. C'est pour cela que je dis qu'il y a un devoir de mémoire, il y a un devoir de justice. D'abord, la justice. Il y a encore des familles. Parmi nous ici, il y en a qui sont touchés. Même si ce n'est pas ta famille directe, mais c'est la famille congolaise. Donc, l'effort que nous faisons, en parler, et chaque Congolais, chaque Congolaise doit s'en saisir et puis continuer. Nous allons arriver. C'est un effort. Tous ceux qui ont parlé de leur génocide dans leur pays, ils ont commencé, et puis il faut que le mouvement continue. Je vous dis, en tout cas, tous mes compatriotes qui sont en Occident, de prendre ça le 2 août, dans un mois, un peu d'un mois, d'un mois, pardon. Il faut ici aux États-Unis et partout en Occident commémorer cette date. Et si on le fait, petit à petit, nous allons faire des plaidoyers jusqu'à ce que ce soit reconnu. Il faut que ce soit reconnu.
Et je pense, comme vous avez dit dans votre discours, c'est une date pour que le peuple congolais puisse dire d'une seule voix assez à l'indifférence vis-à-vis de son supplice et aussi assez à la négation de son génocide qu'il subit depuis plusieurs décennies. Exactement. Donc, le supplice est tellement énorme. Il ne faut pas que les gens viennent nous faire peur, parce que si vous parlez, vous n'avez pas le droit de citer. Donc, assez à l'indifférence. Et j'ai dit, moi, à la communauté internationale, il faut qu'on me dise pourquoi cette injustice quand il s'agit du Congo. Il faut qu'on me dise pourquoi on ne parle pas de ça. 10 millions, plus, quand je dis 10 millions, plus de 10 millions de Congolais. Est-ce qu'on attend encore demain que les gens commencent à dire que je regrette, que je demande pardon? Parce que la souffrance qu'endure le peuple congolais aujourd'hui, nous sommes ici contemporains. La souffrance qu'endure le peuple congolais aujourd'hui, on ne le voit pas. On attend encore 60 ans après pour dire que non, nous nous regrettons, on demande pardon. Non, il faut le faire aujourd'hui. Parce que les gens souffrent aujourd'hui. Et ça, c'est incompréhensible. Ceux qui gèrent les Nations Unies aujourd'hui doivent savoir que plus tard, on en parlera. Plus tard, on en parlera. Mais l'histoire, c'est l'histoire, la mémoire. Mais je ne veux pas attendre l'histoire. Je veux que là, présentement, on parle de cette question, on décide et qu'il y ait réparation. On doit avoir une réparation. Quand deux armées se battent sur la terre congolaise, et puis on n'en parle pas, on laisse, on dit parce que c'est les Congo. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? On doit payer parce que nous avons une terre riche et on doit nous faire payer. Et nous sommes là, citoyens du monde, dans ce monde aussi où nous pouvons parler. Vous ici, vous pouvez parler l'anglais comme les Américains parlent l'anglais. Vos enfants parlent l'anglais. Nous pouvons tous parler, nous pouvons discuter. Et nous, on nous prend pour des sous-hommes. Ça veut dire quoi? Parce qu'on n'a personne pour parler de nous. Alors moi, j'ai décidé, moi je parle du Congo, je parle de mon pays. Il faut que je parle de mon pays et que mon peuple me suive. Si ce peuple m'a élu, il ne m'a pas élu par hasard, ou il ne m'a pas élu pour rien, il m'a élu pour que je parle pour lui. Merci. Merci beaucoup, Garile. Merci, Président Fayulu, pour votre réponse. Je voudrais quand même noter que j'avais dit que Monsieur Gino Mukasson est absent pour cause de deuil, mais il a quand même pu nous joindre finalement. Il est là avec nous. Alors, monsieur, vous pouvez y aller. C'est Alain Q41 qui fait ça. Président Martin Fayulu, j'ai une question, mais d'abord deux petites préoccupations d'entame, question de curiosité. Nous sommes le 4 juillet, date de la célébration de l'indépendance des États-Unis. Le 4, vous avez été le candidat numéro 4. Croyez-vous au symbolisme des chiffres? Écoutez, si vous le croyez, écoutez, moi je crois à beaucoup de choses. Et je suis un chrétien et je crois, j'ai ma foi chrétienne. En d'autres termes, cette date a-t-elle été choisie de manière fortuite ou juste parce que... C'est pas moi qui ai choisi la date, ce sont les journalistes, c'est vous qui avez choisi la date. Donc voilà, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que vous pouvez poser des questions? Mais c'est vous qui venez de me rappeler qu'il y a un problème de coïncidence. Voilà. Alors, tout à l'heure, la modératrice avait dit que vous vous apprêtiez à rentrer à Kinshasa. Quel est l'état de votre esprit aujourd'hui? L'état de mon esprit? Oui. Non, mais comme dans quel état vous rentrez à Kinshasa? Je l'ai dit, j'ai dit dans mon allocution du 30 juin que je comprenais la frustration de mon peuple et que je savais que le pays n'est pas gouverné. Et je savais que l'heure était grave. Donc, je rentre dans un état d'esprit que le pays n'est pas gouverné. Que, par exemple, cette pandémie de Covid-19 n'est pas du tout gérée. Que les gens sont totalement irresponsables. Et il faut
il le faut, et je l'ai dit, que je viens pour qu'ensemble avec vous, peuple congolais, qu'on puisse libérer le pays. Donc je rentre dans cet esprit de libération du Congo. Et il ne faut pas oublier, tout se tient. Dans mon message à la nation, le 30 décembre dernier, j'avais bien spécifié, j'avais bien dit que l'année 2020, c'est l'année de libération du Congo. Donc j'entre pour que cela soit fait. Et là, vous allez comprendre, et dans la locution, j'ai bien proposé comment je pensais sortir de cette crise. Et si on arrive à sortir de la crise, selon mon plan de sortie des crises, si on arrive, tant mieux. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à nos pères spirituels, aux responsables de nos confessions religieuses, avec la SADC. La SADC, pourquoi? Parce que vous voyez comment les amis ouest-africains, la CEDEAO, règlent le problème qui se passe dans les pays de la CEDEAO. Dernièrement, ou encore là maintenant, vous avez le problème du Mali. Comment la CEDEAO gère le problème du Mali? Comment la CEDEAO a géré le problème de la Guinée-Bissau, ainsi de suite. Et j'ai demandé à la CEDEAO de se joindre à nos pères spirituels pour mettre tout le monde ensemble, toutes les parties prenantes, qu'on discute, qu'on fasse les réformes nécessaires et urgentes, et après qu'on aille aux élections anticipées. Je vais pour ça. Si ça ne marche pas, très clairement, j'ai dit au peuple de commencer déjà les manifestations populaires, bien sûr, en respectant les mesures barrières, de commencer les manifestations populaires pour qu'on arrive. Si on n'arrive pas par la voie des évêques et de la SADC, nous devons arriver par la voie populaire. Alors, la question, la grande question, oui, concernant votre discours, parce que vous avez fustigé, le fait est que le pays, depuis 1960, est connu des dirigeants illégitimes, selon vous. Si on vous prend au mot, c'est-à-dire, c'est là avec la complicité de la communauté internationale. Mais cette communauté internationale comprend quel langage? Vous-même, vous avez écrit une tribune dans le Financial Times qui a été plébiscitée parmi les 10 meilleures tribunes, 3e, c'est-à-dire que la communauté internationale comprend un certain langage. Quel est ce langage-là que la communauté internationale doit comprendre pour que le Congo ait finalement des dirigeants légitimes? Et d'abord, Alain, je vais vous reprendre parce que nous, Congolais, souvent, nous sommes des champions des euphémismes. Vous dites crise de légitimité selon vous, à vous entendre. Comment selon vous? Pas selon toi? Ou selon vous? Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes Congolais. Que dit la première ligne de notre Constitution? Depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dues au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ça, c'est selon moi. Donc, 1960, on a tué Lumumba, vous le savez. OK? 65, Mobutu prend le pouvoir par coup d'État. Est-ce que c'est la légitimité? C'est le peuple qui a décidé? Je vais plus loin. Là, récemment, 2006, Jean-Pierre Bemba gagne l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un doute pour vous que Jean-Pierre Bemba n'avait pas gagné? 2011, Étienne Tshisekedi gagne haut la main l'élection présidentielle. Ils prennent le résultat des Bandundu, du Katanga, de Kivu. Ils falsifient les résultats. On fait passer Kabila. Est-ce que vous ne le savez pas? Tout le monde le sait. 2018. Vous n'avez pas vu les résultats qui ont été fuités par le jeune Jean de la CNI? Vous n'avez pas vu le résultat publié par l'Église catholique? On parle de quoi? Est-ce qu'on ne vous a pas dit que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, la plupart, ne sont pas des députés légitimes? On les a nommés. Donc, ne dites pas des choses. Alors, on se censure nous-mêmes. Moi, ce n'est pas mon problème. Je dis à la communauté internationale, vous pouvez tout dire, moi j'ai mon pays.
Moi, je ne peux pas venir ici décider pour les États-Unis. Personne ne peut aller en Afrique du Sud et faire ce qu'on a fait chez nous. Pourquoi? Personne ne peut aller en Afrique du Sud et décider que les élections se sont passées et on décide que non, c'est pas Cyril Ramaphosa qui a gagné, c'est quelqu'un d'autre. Jamais. Et pourquoi on va le faire chez nous? À cause de vos euphémismes. Ah, si vous dites ça, on va vous catégoriser. On va me catégoriser parce que je dis la vérité. La vérité est affranchie. La vérité, c'est la vérité. La vérité, il y en a pas 36 000. La vérité est une. Donc, je suis dans la vérité. Je reste dans la vérité. J'ai dit aux gens, même si vous me mettez le couteau ici, moi, Fayoulou, je peux vous le dire, je ne ferai jamais autre chose que la vérité. Et je l'ai dit dans Financial Times. Le président Kenya, il m'a envoyé la délégation 2 fois. La première fois, quand il m'envoie la délégation, cette délégation me fait comprendre que j'ai gagné. Parce que c'était, tout le monde était au courant. La dame qui était dans la délégation, y compris l'ambassadeur du Kenya qui était là, ils me font comprendre qu'on reviendra. Ils sont partis pour des bons. Pas pour des bons, mais ils sont revenus les 24 des jours de prestation de serment. Mais ils me disent, c'est les délégués, que non, nous, on peut nous arranger pour que vous soyez vice-président. Mais j'ai dit vice-président, pourquoi? Je vous ai dit que j'avais besoin d'un poste. Pierre Louvre, paix à son âme, il était là. Madame Bazaïba était là. Est-ce que j'avais besoin d'un poste? Donc, pensez-vous que parce que j'ai en face de moi des Occidentaux ou je ne sais qui, je dois avoir peur, je ne dois pas dire la vérité? Et tant que vous ne me direz pas la vérité, on ne pourra jamais sortir le Congo du trou. Et je vous conseille, mes chers frères et sœurs, d'être des gens qui disent la vérité. Vous pouvez tout dire. J'ai fait des émissions, Waoui Naïla, ici, je me rappelle avoir fait une émission avec elle, c'est la chaîne B1, et les gens disent, vous-même, on a fait beaucoup d'émissions, les gens disent, mais la vérité triomphe. Et vous comprenez, vous commencez à savoir qui est Fayoulou. Qui est Fayoulou. Donc, il faut, s'il vous plaît, que nous tous, nous allons vers la vérité. Parce que quand vous dites la vérité, les gens ne sont pas méchants pour être méchants. Les gens comprennent. Quand on parle de Black Lives Matter, pourquoi les gens se disent, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le mouvement ici aux États-Unis? Il y avait beaucoup de nos amis américains, beaucoup de nos amis blancs qui sont sortis parce qu'ils ont compris. Parce que si vous portez votre problème sur la place du monde, les opinions de ces pays-là, des pays occidentaux, comprennent ce que vous vivez, que dans un pays, on a fait le peuple parti, il a exercé sa souveraineté, il a voté. Parce que quand on parle de 62%, c'est pas 70%. Si vous prenez Beni, Butembo, Yumbi, 1 300 000, à Beni, on a fait les élections. Les jeunes gens ont fait 90%. Si vous ajoutez les 1 300 000 là, disons qu'il y a 1 million de voix qui viennent. Mais j'aurai plus de 70%. Et c'est ça la vérité. Pourquoi vous voulez, certains d'entre vous, vous voulez me dire, Fayoulou, est-ce que le disque n'est pas rayé? Pourquoi vous parlez toujours de la vérité des jaunes? Donc vous allez me faire peur pour que je dise, non, non, on va me catégoriser des radicales. Qu'est-ce que ça veut dire radical? Radical, dans son étymologie grecque, ça veut dire quoi? C'est la racine. Mais si vous n'avez pas la racine, est-ce que l'arbre va tenir? Merci beaucoup, Monsieur Marius. Allez-y. Monsieur Fayoulou, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de vous donner à nos jeux de questions. Nous allons essayer, comme on nous l'a demandé, de rester dans le discours, ce qui est dommage parce que c'est pas tous les jours que nous vous avons devant nous et que nous aurions bien sûr voulu poser beaucoup d'autres questions. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite plaidoirie du fait que nous avons l'impression, en tout cas surtout nous, les journalistes des États-Unis d'Amérique, que vous ne nous donnez pas beaucoup l'opportunité de vous poser des questions en interview. Et comme beaucoup de nos dirigeants, on a l'impression que vous préférez
donner vos interviews à des médias internationaux qu'à des médias nationaux ou locaux. On va quand même essayer de poser des questions et rester dans vos discours en espérant qu'avec la collaboration avec votre équipe de communication, nous pourrions peut-être avoir des interviews avec vous dans le futur. Oui, je tiens à préciser que aujourd'hui n'est qu'une des conférences de presse qui vont se passer ici en Amérique. Donc, vous aurez l'occasion plus tard de poser des questions sur d'autres questions. En interview? En interview. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça nous rassure. Alors, je vais rester dans le discours. La première question, c'est que c'est une question d'éclaircissement parce que j'ai lu dans votre discours, je vais vous citer, vous avez parlé de la création sournoise d'un État de Tanganyika avec le déploiement ostentatoire d'une armée privée. Pour moi, c'était une révélation et beaucoup de Congolais vous croient. Nous aimerions peut-être avoir des détails sur ces déclarations. La deuxième, c'est par rapport à votre appel à la restructuration notamment des institutions, notamment de la CENI. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à Kinshasa. Beaucoup de voix se sont levées de l'opposition, de la société civile et même l'UDPS qui est le parti au pouvoir. Est-ce que, Monsieur Fayulu, ceci n'est pas une occasion, au lieu d'aller en ordre dispersé, de vous mettre ensemble, maintenant que vous avez une cause commune ou un intérêt commun ou un ennemi commun, de vous mettre ensemble avec l'UDPS et d'autres forces politiques et civiles du pays pour justement aller à l'encontre de ce plan qui vise à imposer quelqu'un à la tête de la CENI. Et la troisième question, c'est autour de la date du 2 août. Ça vient d'où le 2? Pourquoi pas le 15? Pourquoi pas le 1er janvier? Pourquoi pas associer cette date au 4 janvier? Pourquoi cette date du 1er août? C'était les trois questions que j'avais, 2 août, pardon, que j'avais jusque-là. Ok, vous allez revenir aux questions. C'est mieux quand vous avez posé une question et puis vous reposez la deuxième, la troisième. Parce que comme je ne note pas, d'abord, ce n'est pas vrai que je n'accorde pas les interviews aux journalistes congolais. Bakolo State est là. Je ne sais pas combien d'interviews j'ai fait avec lui. Juno Will est là. Après les élections, apparemment. Non, on va aller. Et Alain est là. Je ne sais pas combien d'interviews j'ai fait. Non, mais après, si, je vais revenir après les élections. Non, après les élections, je vais revenir. Après les élections, Élysée, après les élections, je suis venu ici aux États-Unis. OK? Après, nous avons essayé. Non, mais parce que j'étais venu en conférence, on a discuté, mais après les élections, la presse congolaise, Élysée Odia et les autres, j'ai accordé des interviews. Non, je n'ai pas de préférence. Et j'aime beaucoup votre métier. Vous savez, je suis un enfant de la radio. À RTNC, quand on parlait des Aïpa Mwanango, de Luc Michel Georges Gaillet, vous ne connaissez pas, d'Albert Mavungu. Et quand on parlait des... Je ne me connais pas non plus. Pardon? Non, parce que... S'il vous plaît, c'est pas une aventure. Je parle de l'histoire de notre pays. Je parle des choses sérieuses. OK? Donc, pour vous dire que je respecte votre métier. Quand mon ami Père Sonam Kipolongo Mukambila était là sous Mobutu, j'allais à 6 heures du matin faire des émissions. Il animait le journal de 6 heures. Sous Mobutu, la dictature. Ok, vous pouvez demander à notre ami Kamanda Wakamanda, les 4 journalistes qui étaient là pendant qu'on faisait la révolution congolaise pour aller à la conférence nationale souveraine. Donc, j'ai beaucoup de respect et pour vous. Maintenant, la question que vous posez, et je reviens d'abord, pourquoi les 2 août? Ben, les 2 août, vous avez dit, les dates, ça peut se discuter, mais je l'ai dit. J'ai dit que le mois d'août, c'est le mois où on a publié le rapport mapping par le Haut Commissariat donc aux droits de l'homme des Nations Unies. Le 2 août, c'est la date, le jour où a commencé cette guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est juste pour ça. Ok? L'autre question, c'était sur... Est-ce que je peux demander à tout le monde de mettre... L'autre question, c'était sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la restructuration de la CENI. Voilà. Pourquoi vous ne mettez pas ensemble? Ouais. Mais c'est mettre ensemble. Ça veut dire que peut-être ça vous a échappé.
j'ai proposé la sortie des crises officiellement sur papier comme ça depuis le 10 mai. Mais j'étais ici avec chez vous aux États-Unis, au CIAS, au Centre de stratégie, international de stratégie. J'ai fait cette proposition de sortie des crises. J'étais à Chatham House, à Londres. Les vidéos sont là. J'ai fait la proposition. Que dit la proposition de sortie des crises? Après discussion entre toutes les parties prenantes. OK? Nous mettons en place un conseil national des réformes institutionnelles pour faire les réformes urgentes et nécessaires dans les domaines, j'ai cité les domaines, mais ça c'est discussion, c'est nous tous. On se met tous autour d'une table, on y va. J'ai répété dans l'allocution que vous avez fait passer dans votre chaîne, je l'ai clairement dit, je demande à nos pères spirituels, aux dirigeants des confessions religieuses, aux dirigeants de la SADC, de mettre tout le monde ensemble pour que nous puissions décider de ces réformes. Et ça veut dire quoi? Ça, je suis esselé, je suis seul. Je n'ai jamais travaillé seul. J'aimerais peut-être un jour, parce que quand je vais écrire, mon premier livre va sortir, je vais vous dire, et vous allez comprendre, peut-être eux, ils savent, Wawina et Alain, ils savent quel est mon rôle, quel a été mon rôle dans ce qu'on a appelé l'opposition. Quel a été mon rôle auprès de Tiens Tshisekedi? Ce que j'ai fait pour que nous soyons ensemble. Quel était mon rôle? Si je n'étais pas là, les rassemblements ne seraient pas nés à Bruxelles. Je peux vous le dire. Donc, quel était mon rôle pour que tout le monde soit ensemble, appelé tel et tel? On pourra discuter un jour. Donc, si vous voulez donc la réponse à votre question, oui, moi, je veux que tout le monde se mette autour d'une table pour discuter. Et je l'ai dit ici, je donne cette chance-là. Et si ça ne marche pas, il faut que la rue parle. Parce que la rue, ce n'est pas la rue non cadrée ou encadrée. C'est la rue encadrée par la Constitution. C'est l'article 64. Ce n'est pas la rue pour la rue. Et la troisième? Je pense. Oui, il y avait une Il a troisième répondu à trois question. questions déjà. Oui, il y avait une troisième Non, non, question autour de Tanganyika. Voilà. Le déplacement. Tanganyika, non, j'ai fait simplement, pour répéter, je sais pour que vos téléspectateurs comprennent. Autour de Tanganyika, je l'avais dit le 30 décembre, lors de mon message à la nation, que M. Kabila a créé la principauté de Tanganyika. Voyez-vous ce qui se passe? Il a donné à son frère. Vous comprenez que M. Zoé Kabila il n'a pas beaucoup de qualité pour diriger une province comme le Tanganyika. Vous le comprenez? Il ne faut pas la langue de bois pour qu'on vous comprenne. Il n'a pas beaucoup de qualité, mais il gère ça comment? Est-ce que quelqu'un peut mobiliser les militaires, l'armée nationale, comme il a mobilisé dernièrement? Vous avez vu des gens au pas? Est-ce qu'il est le commandant suprême des forces armées? Ce n'est pas une armée privée, ça? Mais est-ce qu'on ne va pas faire des dessins aux gens pour qu'ils comprennent que, monsieur, il y a des gens qui se donnent cette portion dans cette affaire de balkanisation? Écoutez, moi j'ai déjà pris ma portion, vous démerdez-vous pour prendre les vôtres, et puis après, instrumentaliser les gens. Vous entendez tel qui dit, ah, moi je vais le fédéralisme. Ça veut dire quoi le fédéralisme? Est-ce que vous avez lu notre constitution pour savoir? Regardez la constitution congolaise, regardez comment vous vous gérez ici aux États-Unis. Les gouverneurs n'ont-ils pas de pouvoir? Lisez les articles 202, 203, 204 de la constitution. Regardez les pouvoirs, les prérogatives du pouvoir central. Les prérogatives partagées, donc entre le pouvoir central et les provinces. Les prérogatives exclusives des provinces. Regardez. Quelqu'un qui sort, un jeune homme qui sort au Sud Kivu, qui dit, moi je vais la province du Sud Kivu. Mais ça veut dire quoi ça? Ou les pays? Parce que les gens s'organisent, on instrumentalise, Mukwege vous l'a dit, on va mettre son nom parce que la République du Kivu. On instrumentalise parce que quelqu'un
qui a déjà organisé. Ce que nous sommes en train de vivre ici, je vous le dis, et vous êtes des Congolaises et des Congolais. Et si vous ne voulez pas, moi, ma tombe ne sera pas profanée, parce que ça va être isolé. Que vos enfants, vos arrière-petits-enfants, viennent profaner vos tombes parce que vous avez vendu le pays de Lumumba. Je n'accepterai jamais ça. Parce que c'est une, comment dire, une histoire savamment montée. On vous amène comme ça, gentiment, avec des Congolais, des messieurs et des dames qui ont étudié, qu'on paye des sous-fifres pour aller accompagner M. Kabila dans sa forfaiture. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que on va faire le fédéralisme, il va dire que lui, il est le président du Katanga avec cette affaire du Tanganyika. Donc, c'est très clair. Chers frères, chères sœurs, comprenez que nous avons un pays. Comprenez que ce pays est convoité. Comprenez que nous avons des ressources rares. Mais nous n'avons pas dit que ces ressources rares, nous avons les gérer et comme ça, nous voulons les gagnants-gagnants. Ceux qui ont des capitaux pour venir investir au Congo, qu'ils viennent, mais qui n'utilisent pas de proxy. Les pays aujourd'hui, l'Union européenne, vous connaissez comment l'Union européenne s'est formée. Depuis Schuman jusqu'à aujourd'hui, 28-27. Pourquoi ces petits pays veulent devenir grands? Et nous, un grand pays, nous voulons devenir, qu'on veut nous balkaniser. Je vais terminer par là. Quand j'étais étudiant, je suis parti à Alstom Atlantique, visiter, à Milouz, visiter Alstom Atlantique, c'est là où on fabrique les TGV. Je m'étais dit, tiens, j'ai vu la plus grande compagnie du monde, et là, 24 ans, et mais après je suis parti à visiter les concentrateurs de Kamoto. Chez nous, je me suis dit, concentrateur de Kamoto. La Gécamine, c'était une grande société. Mais pourquoi on va saucissonner la Gécamine? Je travaillais dans une société qui s'appelait à l'époque Mobile. Et puis, je vis mon patron, le grand patron des Mobiles, je lui pose la question. Il s'appelait Lou Noto. Et je l'ai dit ici publiquement. Je dis, mais pourquoi vous voulez qu'on fasse le merger, la fusion, avec une autre société? On était en train de chercher, on a déjà vu BP, British Petroleum, Exxon, et ainsi de suite. Il m'a dit, Martin, you know, nous devons le faire pourquoi? Parce que nous sommes dans un domaine du capital intensif. Donc, pour avoir, il faut avoir beaucoup d'argent pour la technologie et pour développer. Si on ne le fait pas, on sera, comment dire, left out. C'est comme ça, vous voyez, ExxonMobil est né. Parce que nous avons besoin de nous mettre ensemble pour avoir ce qu'on appelle en français les économies d'échelle en économie. Mais nous avons un pays de 90 millions d'habitants. Nous avons 2 345 600 km². Nous avons les richesses que nous avons. Et puis vous voulez nous balkaniser? Et vous acceptez ça? Ça, je ne l'accepterai jamais. Et c'est un devoir. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est un devoir pour tout Congolais. Alors, si maintenant vous êtes des fanatiques parce que tel a fait ceci, il n'y a pas de question de fanatique. Je ne demande à personne d'être fanatique des Fayoulou. Je demande d'être fanatique du Congo. De préserver l'intégrité physique du Congo. De préserver les richesses du Congo. Les richesses du Congo, c'est ici aux États-Unis. Vous venez ici, vous profitez des richesses du Congo. On a des États-Unis, pardon. Mais parce que vous donnez aussi le vôtre. C'est du donnant-donnant. Mais si un capitaliste, entendez bien, un apporteur des capitaux, il vient investir, un investisseur, c'est le mot. Il vient investir. Mais il faut qu'il gagne. Mais il faut que les enfants du Congo gagnent aussi. Pourquoi on n'aurait pas une école, comment dire, des mines à Kolwezi? Pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas une usine de fabrication des batteries à Kolwezi? Pourquoi? Pourquoi pas? Et là, nous sommes là. Et pourquoi on ne fera pas en sorte qu'on puisse avoir les minéraux propres?
Pourquoi on doit passer par des proxys? Pourquoi? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Merci beaucoup. Mais S'il vous plaît. Demander de... Oui. Je voudrais, s'il vous plaît, rappeler à tout le monde d'éteindre vos téléphones ou au moins de les mettre sous silence. Comme ça, on peut progresser dans le calme. Merci beaucoup à tous. Je vais revenir à notre frère Gino Will un peu plus tard. Je voudrais passer aux médias to Africa. Merci. Monsieur Honoré Fomukon. Merci, Président. Pour le live, ok, merci. S'il vous plaît. Merci. Non, mes prédécesseurs ont déjà abordé certains sujets que j'avais notés quand j'arrivais dans cette salle. Mais toujours est-il que je vais aller un peu plus loin par rapport à ces sujets-là. À vous entendre parler, le contentieux post-électoral n'a pas encore été vidé. Et d'où la présentation de M. Fayulu comme président élu. C'est d'ailleurs devenu une nouveauté en Afrique. On a ça au Gabon avec Jean Pierre, on a ça au Cameroun avec Maurice Kamto. Et donc, aujourd'hui, vous êtes le président élu, tel que ça se dit, et vous avez proposé des pistes de solutions, des pistes de sortie de crise. Vous avez 2 volets. 6, on ne parvient pas à régler le contentieux post-électoral avec les évêques et la SADC. On va voir, on pourra envoyer le peuple dans la rue, mais encadré. Alors nous savons que en Afrique, les dictateurs ont cette particularité qui ne reculent devant rien. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à transformer même leur population en chair à canon. Alors, imaginons un instant que Félix Tshisekedi, comme ça d'ailleurs toujours été le cas au Congo, parce qu'à vous entendre parler, le Congo, et là la dame l'a dit si bien, le Congo a arrêté de vivre en 1960. C'est-à-dire, je veux dire, après l'assassinat de Lumumba. Donc, tout ce qui s'est passé depuis cet assassinat jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des choses qu'on devait mettre au calendrier grec, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a jamais eu de légitimité, en quelque sorte. Donc, si jamais le dictateur oppose à la population, bien qu'elle soit encadrée par la Constitution, des armes, des chars, comme on le voit souvent en Afrique, et qu'il y a des pertes en vies humaines, ce sera inévitable. Est-ce que vous ne vous sentirez pas responsable d'avoir amené le peuple à se soulever et avoir trouvé la mort? Et ça, c'est... Hein? Attendez, laissez-la, vous allez poser la deuxième après. Je réponds à ça, il ne faut pas poser les questions en série. Mon cher frère, il y a la CPI. À cause du dictateur, donc je dois dire que je ne manifeste pas. J'ai des cicatrices ici, j'ai reçu une balle ici. Ok? J'ai reçu une balle. J'ai été tabassé plusieurs fois comme du poisson pourri. Je ne serai pas aujourd'hui avec vous. Et si j'ai pensé seulement que je ne devais pas manifester, je ne devais pas réclamer, on ne serait pas là. J'ai vécu le 16 février. Vous connaissez le 16 février chez nous? 91. J'ai vécu le 16 février. On a tué des gens devant moi. On parle de ce qui s'est passé la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Il y a un jeune qui est à côté de moi, il a reçu une balle. C'est moi qui l'ai pris après. Cher ami, on ne peut pas. Les dictateurs doivent savoir qu'il y a une constitution qui permet au peuple de manifester. Ils doivent le savoir. Et c'est la CPI qui doit venir, comme aujourd'hui. Les jeunes gens des mouvements citoyens, Lucha Filimbi et autres, ont marché à Kinshasa. Et puis à la fin, on dérange les jeunes gens, on arrête. Mais quand les motocyclistes qu'on appelle les Wewa ont marché, rien ne s'est passé. Ce n'est pas ça un pays des droits. C'est consigné dans la Constitution. Comment est-ce qu'on fait une manifestation publique? Si M. Félix Tshisekedi ose le faire, c'est que c'est extrêmement grave. C'est pas lui de toutes les façons. Vous savez qui il est. Vous savez qui il est, c'est Kabila qui fait tout derrière. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir et quand vous décidez une chose, on vous dit que non, vous ne faites pas ça. Quand vous dites que non,
le ministre là doit partir, on vous dit qu'il ne doit pas partir. On n'a pas de pouvoir. Tshisekedi n'a aucun pouvoir. C'est une étiquette qui est là. Il est utilisé par M. Kabila et M. Kabila sait pourquoi. Si vous n'avez jamais compris, et c'est extrêmement grave. S'il faut faire des dessins pour comprendre, et je suis désolé. Ça, on le sait, Président Fayulu. Si vous permettez, hein, Allez-y. on va un peu aller au-delà, on va déroger un peu à la règle. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pourrez répondre plus tard, si vous avez un peu de temps. Je voudrais que vous vous prononciez sur l'affaire Vital Kamerhe, et comme je voudrais aussi que vous vous prononciez sur la... on a l'impression que ce n'est pas du tout le parfait amour entre Tshisekedi et Kabila. C'est l'impression qu'on a. Est-ce que c'est pas un marché de dupes, un jeu de dupes qui est en train d'être présenté à la face de la population comme s'il y a des problèmes et que par derrière, les deux s'entendent. Et puis je voulais sortir avec une déclaration de Yerodia Dombassi, l'honorable Yerodia, ça c'est en 2006, je l'ai interviewé au Cameroun. Il était à l'Assemblée nationale à l'époque. Où il disait... au Sénat. Au Sénat, je vous en prie, merci. Oui, c'était les Bayamoulengue de Vermine. Et au cours de cette interview, il était tellement violent dans ses propos, comme pour dire que au jour d'aujourd'hui où on se rend compte que c'est, à l'époque c'était le musée, mais après le fils du musée a pris le pouvoir, après c'est Tshisekedi, et c'est comme si c'est toujours le clan du musée qui est en train de diriger. Est-ce que cette violence qu'on rencontre chez ceux qui dirigent le Congo depuis un certain nombre de temps, la communauté internationale qui a reconnu votre victoire, quelle est la place? Qu'est-ce que cette communauté internationale fait au-delà des propos, au-delà des paroles? Merci. L'affaire des détournements des deniers publics. Ok? Vous me dites, je vais avoir votre position là-dessus. Mais j'en ai parlé. Le 15 avril, j'avais dit que le détournement des deniers publics, c'est issu de quoi? Du programme de 100 jours, entre autres. Le programme de 100 jours, c'est le programme de qui? C'est le programme de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est responsable numéro 1. Vous savez, en audit, dans les contrôles de gestion, si c'est vous qui découvrez la fraude, vous êtes exempté. Parce que c'est vous qui découvrez la fraude et vous dites, voilà, allez-y, prenez les décisions. Mais si on vient vous contrôler et on découvre, vous n'avez pas découvert, vous êtes responsable. Au procès, on a cité son nom, j'ai appris 127 fois. M. Kamerhe a dit que le procès, c'est pas mon procès, c'est le procès de M. Tshisekedi. C'est très clair. Tshisekedi doit répondre. Et j'ai dit, moi, je ne vois pas, j'apprends qu'il est, comment dire, il va aller en voyage, voir des présidents d'autres pays, mais je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été cité dans une affaire rocambolesque, dans une affaire de détournement des fonds, dans une affaire de blanchiment d'argent, les autres présidents du monde vont le recevoir. Tant que ce n'est pas élucidé, tant qu'on n'a pas mis au clair, tant que lui n'a pas donné sa part de vérité. L'affaire de 15 millions de dollars des pétroliers, je connais très bien ce dossier-là. J'ai travaillé dans une société pétrolière, la structure des prix, je suis parmi les gens qui ont monté cette structure des prix. Je connais bien comment. Mais il faut qu'on nous parle de ces 15 millions. Il y a un jeune homme qui est passé à la télévision pour dire « Maman, vous me regardez. Vous savez l'argent, quand nous avons pris tel d'où est parti l'argent, qui a pris l'argent. Ce monsieur-là est où? Il est où? En prison. Mais pourquoi? Il a dit. Est-ce qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Congo? Est-ce qu'on a vu un jugement contre ce monsieur? Pourquoi on l'a arrêté? Le détournement des deniers publics. Vous parlez de 57 millions. Mais quelqu'un est venu, il a dit que non, ce n'est pas 57 millions, c'était 66 millions 700. Il faut qu'on en parle. Vous parlez de 50 millions de Kamerhe ou 57 millions. Mais les 100 jours, c'est ça, c'est 57 millions, 66 millions 700. Les 100 jours, c'est plus de 400 millions. Les gens se sont donnés comme frais de supervision 5%, c'est plus de 22 millions de dollars.
Où sont passés ces 22 millions de dollars? Est-ce qu'on a parlé de ça? 22 millions de dollars dans tous les pays, pardon, africains. Le Sénégal, les Ghana, la Côte d'Ivoire, les pays sérieux. L'Angola et tout ça. Pour la Covid-19, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé les ménages. Ils ont aidé les entreprises. En Côte d'Ivoire, chaque semaine, on donne 50 000 francs, l'équivalent à peu près de 100 $ aux familles. Mais si vous prenez les 66 700 000, prenez ça. Si vous prenez les 15 millions de dollars, additionnez, ça vous fait combien? Si on prend les 9 millions, ils sont partis passer une commande nuitamment, ça vous donne combien? Si on prend, parce que l'histoire des 15 millions, l'État congolais a contracté une dette, un emprunt auprès d'une banque. Il faut payer les intérêts. Vous mettez ces intérêts-là, à peu près 21 millions de dollars. Ça fait combien? Plus de 100 millions. 100 millions de dollars ne pouvaient-ils pas aider les entreprises congolaises et les ménages congolais? Vous parlez de... On ne peut pas laisser cette affaire. Monsieur Félix Tshisekedi doit répondre. Et si les gens ne lui posent pas la question, c'est très dangereux. Donc ça veut dire que, comme on dit à Lingala, nous sommes en train de discuter avec Angolima. C'est un grand voleur chez nous à l'époque, quand on était des gosses et tout ça. Vous êtes en train de discuter avec un braqueur et tout ça, et vous trouvez ça normal. Dans ce cas-là, tous les braqueurs du monde qu'on les laisse tranquilles. Donc l'affaire est extrêmement grave. Les deniers publics, on est parti même toucher ce que j'appelle le fonds de cuve, les réserves de change. On est parti toucher les réserves de change pour ça. Et les gens trouvent ça normal, on s'assied. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde on peut tolérer ça. Donc, ma lecture sur cette affaire de détournement des fonds, pas ma lecture, ma façon de voir les choses, c'est que, et je l'ai dit le 15 avril, Monsieur Félix Tshisekedi est responsable numéro 1 du projet urgent des 100 jours et il doit répondre. Continuez. Vous avez encore une autre question? Oui, il avait une deuxième question, j'ai coupé là. Bon. Ah oui, mais ça, j'ai compris, mais ça, c'est la nature du deal. Ces deals ne pouvaient pas aller loin. C'est un deal. Les deals, d'abord, il faut savoir les deals. Les deals, c'est un piège. Si vous me suivez, et je suis cohérent, depuis les 2 février à Njili, à Kinshasa, et je suis parti à Butembo, à Beni, à Goma, partout, à Kisangani. Tshisekedi, c'est une marionnette. Il s'est fait piéger par Kabila. Kabila a dit, voilà, je fabrique ma majorité à l'Assemblée et dans les assemblées provinciales, par ricochet au Sénat, et donc je gère tout et je le mets. Ben, lui, c'était alléchant. On dit qu'on va faire de vous président de la République. C'était alléchant. Il a pris, mais il a été piégé. Il n'a aucun pouvoir. Mais maintenant, le problème de ce que vous voyez comme difficultés qu'il rencontre, ces difficultés, c'est dû simplement au fait que les militants de l'UDPS ne connaissent pas les deals. L'entourage de Félix ne connaissent pas les deals. Ils croient que le monsieur a le pouvoir, mais c'est un papier, c'est un carton. Donc, c'est au gré des vagues qu'on balance. Donc c'est comme ça, il peut venir ici pour dire que je vais déboulonner Kabila. Il rentre, on lui dit, monsieur, regardez-moi yeux dans les yeux. Il dit, ah non, c'est-à-dire que. C'est-à-dire quoi? Ok? C'est ça le problème. Donc la nature du deal ne peut que amener ce que vous voyez aujourd'hui. Il n'y a rien de consistant et on ne peut pas laisser ces pays continuer avec ces deals. Il faut arrêter, c'est pour cela que je demande les élections anticipées. Alors, merci beaucoup. La communauté internationale. Oui, la communauté internationale, je ne fais pas trop cas de la communauté internationale. La communauté internationale, est là pour nous aider. C'est pour cela, dans mon allocution, dans mon discours, j'ai dit, le Congo doit aller de l'avant avec la communauté internationale, certes, mais surtout avec un leadership transformationnel. OK? Et
responsables. La communauté internationale nous suivra. La communauté internationale nous suivra, mais je demande à la communauté internationale de nous suivre réellement. J'ai dit à la communauté internationale, elle n'avait pas besoin de prendre acte. Il n'y avait pas à prendre acte. Les États-Unis, we have taken note. Sauf, effectivement, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, certains pays n'ont jamais pris note, n'ont jamais pris acte. Donc, on n'a pas à prendre acte de bêtises. On n'a pas à prendre acte de fabrication de chiffres. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole maintenant à Roger Montou de La Voix de l'Amérique, et puis nous allons revenir vers ce côté-ci. Merci. Bonjour, Monsieur Martin Fayoulou, c'est Roger Montou, La Voix d'Amérique. Si je suis ici derrière, c'est parce que je suis en train de jouer au caméraman en même temps pour mon collègue Eddie Sango. Mais très content de vous voir à Washington. Ça fait longtemps. On a essayé de vous avoir plusieurs fois, comme disait mon confrère Marius Mongab, et surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité chez nous. On voulait vraiment vous avoir, mais c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents. Mais vous, après les élections, j'ai accordé... Oui, c'est vrai. Non, mais comme Marius disait... je vous ai accordé une interview. Je vous ai accordé une interview, et vous et votre collègue Eddie Sango. Merci, Monsieur Martin Fayoulou. C'est un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. J'ai deux petites questions vite fait. La première question, vous venez de parler de la communauté internationale. Vous venez de dire que vous allez demander à cette communauté internationale de vous accompagner. Mais cette même communauté internationale, on a vu les États-Unis avec l'ambassadeur Nagui, Tibor Nagui, qui venait de lancer des fleurs et des éloges au gouvernement congolais pour ce qu'ils sont en train d'accomplir en ce moment. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement américain? Est-ce qu'ils sont en train de se tromper avec tout ce qu'ils ont dit? Parce que vous êtes en train de donner une image qui est différente de ce que eux sont en train de voir. Ça, c'est ma première question. Mais, cher Roger Montou, l'ambassadeur Nagui fait de la diplomatie. Mais vous-même, vous avez la réponse. Parce que ce qu'il a dit et ce qui se passe sur le terrain, ça ne cadre pas. Il fait de la diplomatie, parce que c'est la diplomatie. Je n'ai pas à commenter ce que l'ambassadeur Nagui, Tibor Nagui dit. Ce que je dis, sur le terrain, la situation économique est catastrophique. La situation sécuritaire est catastrophique. On tue mon peuple. À Nitoui, tous les jours, on tue. Avant de venir ici, j'ai discuté avec les gens de Beni. À Beni, on tue tous les jours. Ok, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, on tue tous les jours. Mais quand je dis on tue, ça c'est les gens qui assassinent mes frères et mes sœurs. Mais les gens meurent aussi de la faim tous les jours. Les gens meurent des épidémies qui n'existent plus ailleurs, même en Afrique. La rougeole, le choléra, tous les jours. Mais l'ambassadeur Nagui le sait parce que il dépense par l'entremise de son pays, donc les États-Unis, avec, d'ailleurs, je leur dis merci pour ça, avec USAID, qui dépense des millions de dollars. Pour ça, ils le savent. Mais le Congo, on n'a pas besoin d'aller donner 600 millions de dollars pour ça, parce que nous pouvions produire ça et ne plus avoir ces maladies. Ce sont des maladies, des épidémies éradiquées ailleurs. Donc, la situation est claire. Un observateur, tout observateur, même un enfant, les enfants m'appellent de 12 ans. Ici, ça ne va pas, Monsieur Fayoulou. Ça ne va pas. Tous les jours, le président, quand est-ce que vous revenez au pays? Ça ne va pas. Est-ce qu'on doit faire des dessins? Et l'ambassadeur le sait. L'ambassadeur Ahmed sait que au Congo, ça ne va pas. Il a fait un tweet dernièrement qu'il a discuté avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi, avec moi-même. Il a discuté. Il a dit pourquoi il a discuté avec nous. Il a dit, ça ne va pas. Est-ce qu'on faut faire des dessins? Alors, ma deuxième petite question, vite fait, je laisse les collègues, c'est de savoir quelle est, Monsieur Martin Fayoulou, votre relation aujourd'hui avec vos frères de la Mouka. On a comme l'impression qu'ils vous ont abandonné complètement. Alors, on veut savoir exactement, c'est quoi votre relation avec le Premier ministre Nozitou, l'ex-Premier ministre, allais-je dire. Quelle est votre relation avec Moïse Katumbi? Quelle est votre relation avec Mbemba? On a comme l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes solo, indépendant, tout seul, en train de continuer avec ce mouvement-là.
Quelle est votre réaction exactement? Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Roger Moutou, heureusement, vous dites qu'on a comme l'impression. Souvent, je dis qu'il faut faire très attention à l'illusion d'optique. Donc, vous avez comme l'impression. Vous savez alors, les gens qui me laissent seul, vous savez qu'on signe des communiqués ensemble. On a signé un communiqué sur la Covid-19. On a donné des pistes de solutions. Nous avons demandé dans ces communiqués, nous étions les premiers, nous, la MOCA, nous quatre, à dire que qu'on absout les dettes des pays en voie de développement. Nous avons dit qu'il y avait 500 millions qu'on pouvait utiliser pour les tirages spéciaux. Nous avons demandé à la communauté internationale d'aider les pays africains et nous avons dit que tout projet qui n'était pas urgent, qu'on arrête, qu'on verse cet argent dans l'équipe des ripostes pour aider nos frères et sœurs pour la Covid-19. Nous l'avons dit. Nous avons fait d'autres communiqués. Au mois de juin, nous avons fait 2 communiqués. Pas plus tard qu'hier, nous avons signé, avant-hier, hier matin, un autre communiqué. Que voulez-vous que je parle? Quand j'appelle Moïse Katumbi, dit frère, comment ça va? J'appelle Jean-Pierre Bemba, frère, comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, si vous, Mouzitou, quand je l'appelle, frère, comment ça va? Ok? J'ai mon téléphone, je vous dis notre blog où on communique, et je vous dis, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Maintenant, nous, on n'est pas là pour commencer à répondre à ce que vous imaginez. Oui, mais le peuple veut savoir quand même. Mais le peuple le sait, mais le peuple, faut pas prendre le peuple congolais pour un moins que rien. Mais un peuple qui voit des gens signer des communiqués, est-ce que ce peuple est fou pour ne pas comprendre qu'ils sont ensemble? Les gens qui ne sont pas ensemble vont signer des communiqués? Mais si vous me dites que un ménage doit être un ménage parfait à 100%, cherchez-moi ce ménage qui est parfait à 100%. Parce que ça veut dire quand on signe un communiqué, quelque chose qui a été discuté. Mais ça ne veut pas dire dans ces communiqués, on n'a pas retiré quelque chose que Fayulu a mis. Peut-être les gens disent, ah non, on n'a pas retiré quelque chose que Katumbi a mis. On n'a pas retiré quelque chose que Mouzitou a mis. On n'a pas retiré quelque chose que Bemba. Mais c'est un compromis d'un communiqué. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est ça la vie. Alors, pourquoi vous voulez voir des couacs s'il y en a chez nous et vous ne voyez pas? Même vous allons-y à l'église catholique. C'est saint comme saint? Non. Donc, mais l'essentiel, c'est que on avance et qu'on soit ensemble parce que la volonté du peuple congolais est là. La MOCA, ce n'est pas un individu. La MOCA, c'est le peuple congolais qui a dit, mettez-vous ensemble. 62% ou plus de Fayulu, c'est pas Martin Fayulu, c'est le peuple congolais. C'est sa décision. Merci, monsieur Martin Fayulu. Merci beaucoup. On va passer rapidement à notre frère Gino Will, et puis nous allons revenir à Gessango. Merci. Bonjour, monsieur Martin Fayulu. Bonjour, Gino, et toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Je voulais d'ailleurs commencer par vous remercier infiniment, en mon nom et en nom de toute ma famille, parce que vous étiez une des premières personnes à m'appeler pour me présenter mes condoléances, et ça a été un geste vraiment très louable pour ma famille. Je vous dis merci en particulier. J'ai 2 petites questions avec une petite parenthèse. Je vous ai entendu dire pendant votre discours du 30 juin, en train de regretter de ne pas avoir été à Kinshasa ou au pays pendant toute cette période confinée ici par le Covid-19, et que vous avez promis de rentrer enfin, si je vous les guillemets, avec vous et le peuple congolais, de tirer notre pays de ce bourbier où le pays se mettait en ce moment. Là, vous parlez de soulèvement populaire, où vous allez préparer ce peuple aux élections de 2023. Très bonne question. Quand je parle des élections, c'est des élections anticipées. Parce que les gens ont dit que Fayulu a abandonné la vérité des urnes. Bon, évidemment, je suis pas philosophe, je suis pas ici pour m'attarder sur les mots et sur les concepts. Et j'ai toujours dit aux gens que la vérité des urnes avait plusieurs volets.
La vérité des journées, comme j'ai demandé au départ, c'était le récomptage des voix. Qu'on récompte les voix, qu'on prenne les procès-verbaux des bureaux de vote, des centres de compilation, qu'on amène. Nous avons des procès-verbaux pour 13 millions de voix. 13 millions. Pierre Lumbi, paix à son âme, a mis en place, qui était mon directeur de campagne, en place une station pour recevoir les PV et compiler les résultats. Nous avons notre centrale. Maintenant, nous avons amené ces PV-là. Les gens disent que qu'on nous donne, même certains d'entre vous dans vos radios, dans vos télévisions, vous le dites, ben, où sont les preuves que Fayoulou a amenées? Mais quelle cécité! Mais on a amené des cartons. Il y a des vidéos qu'on montre les cartons qu'on dépose à la Cour constitutionnelle. Et nous avons fait la liste. Circonscription par circonscription. 13 millions de voix. Nous avons lancé nos résultats seulement au moment où la CNI a dit qu'il y avait 18 400 000 à peu près votants. Nous avons dit nous avons 13 millions quelque chose. Et c'est-à-dire que dans ces chiffres-là, nous avons plus, moi j'avais plus de 9 700 000. Les 9 700 000, ça veut dire que Félix avait 2 600 000, 2 700 000. À peu près, Chadari dans la même proportion. Même si les 5 millions de différences sont donnés à 1-2, il ne gagnait pas. C'est très, très clair. Donc, les élections, ce sont les élections anticipées. La vérité des urnes, c'est récompter les voix. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et je les comprends. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Comme on dit en lingala. OK? Et je ne voulais pas non plus confondre les gens de l'Union africaine et les autres qui avaient déjà pris acte. J'ai écrit le 8 février 2019 à l'Union africaine en disant, c'est là que ça commence la proposition de sortie des crises. Je vous propose, les récomptages de voix. Venez amener une mission ici avec les experts africains et autres qu'on récompte les voix. Mais je leur donne une ouverture. Les gens qui disent qu'il faut le radical. Mais si vous pensez que ça ne vous agrée pas cette proposition, je suis d'accord pour qu'on reparte aux élections anticipées. On a accepté la communauté internationale. Plus de 50 nations ont accepté pour Juan Guaido au Venezuela. Pourquoi on n'accepterait pas pour Fayoulou au Congo, en RDC? Pourquoi on n'accepterait pas? Donc, c'est ça. Mais maintenant qu'on a évolué, je dis, je suis flexible. On va aller, comme on dit à Lingala, mon grand frère Papa Wemba l'avait dit, paix à son âme, donc, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit, bon, écoutez, dans ces cas-là, si vous pensez que ce n'est pas possible, alors que faisons les réformes et aller aux élections anticipées. Ce n'est pas les élections de 2023. Il faut faire des élections anticipées parce que, dites-moi, vous allez attendre jusqu'en 2023 que M. Félix Tshisekedi, M. Kabila continue à se battre pour que notre pays soit à ce niveau-là. Vous savez qu'après la COVID-19, le monde va avoir des problèmes. De sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas d'argent. Le peu d'argent qui va être sur le marché va aller là où il y a des bons projets. Vous savez, j'ai dit toujours aux jeunes gens, quand j'ai leur défini l'économie, l'économie c'est quoi? Je dis que l'économie, c'est une science qui sert à administrer les ressources rares à usage alternatif. C'est-à-dire que les ressources, on n'en a pas beaucoup. Vous avez 10 $. Mais avec 10 $, vous avez des projets, des multiples. Comment administrer ces 10 $ pour les différents projets que vous avez? Donc, maintenant, qui va venir chez vous si vous êtes dans le désordre? Qui va mettre son argent pour aller investir au Congo, dans un pays dans le désordre, si ce n'est les gens qui vont... Je ne continue pas les mots après. Merci. Donc, il nous faut être sérieux, et c'est pour cela, et je répète, notre constitution commence par cette affaire, la légitimité. La légitimité veut dire que le peuple qui a donné. Mais le peuple qui a donné, ce peuple peut se tromper. Et c'est comme ça qu'il y a une périodicité.
On vous dit 5 ans, le peuple vous juge. Je me suis trompé. Je vous retire. Je ne me suis pas trompé et je vois qu'il y a, je vous redonne le mandat. Ok? Deuxième mandat, c'est fini. Tout au matin, la limite de son incompétence. Et puis, après, on continue. Et la Constitution est claire. Voilà. Monsieur Fayulu, vous venez de le dire encore, au lendemain des élections de 2018, vous avez qualifié ces élections des élections chaotiques et encore un hold-up électoral. Nous nous rappelons pertinemment qu'en 2005 ou 2006, les élections, c'était en 2006-2011. C'était les mêmes mots, les mêmes phrases. 2011, les mêmes mots, les mêmes phrases. Et 2018. En quoi, d'où vous tirez la crédibilité des élections anticipées au cas où ça devrait avoir lieu? Encore une fois, très bonne question. Parce que ça, c'est surtout bien pour nos amis, mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora, qui ne croient jamais aux élections. Ils me disent, Monsieur Fayulu, dans un pays occupé, comment voulez-vous aller aux élections? Ok? Ils ont peut-être raison. Et alors, avec un dictateur, il va... Mais cette fois-ci, dites-moi, Félix Tshisekedi, c'est le fils de Etienne Tshisekedi, avec qui j'ai travaillé. Et un jour, je parlerai d'Etienne Tshisekedi, moi, Fayulu. Je parlerai d'Etienne Tshisekedi depuis 1990, depuis que je le connais. Dites-moi, regardez-moi, yeux dans les yeux, et je regarde les téléspectateurs qui nous voient, qui nous suivent. Si Monsieur Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, n'avait pas signé les deals, que je ne qualifie pas, même comme les évêques catholiques l'ont qualifié, dernière assemblée de la Cinco. Si Félix Tshisekedi n'avait pas signé les deals, et qu'il avait permis à la commission électorale de publier les résultats tels que le peuple congolais l'avait décidé, est-ce que parlerez-vous des élections qui ne peuvent pas être crédibles au Congo? On serait là en train de jouir de ça. Quand il dit de jouir, de enjoy, pour les mots en anglais, de enjoy la victoire du peuple congolais. Et le peuple congolais devait aujourd'hui, nous sommes